Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de podcast dédié à la couture et au tricot de Blues & Pop. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram avec ce pseudo Blues & Pop, sur Ravelry également avec le même pseudo Blues & Pop et sur mon blog bluesandpop.wordpress.com. Et ce sera sur ce blog où je mettrai toutes les notes de cet épisode, ce dont je parle et les références dans un article dédié à ce deuxième épisode de podcast. Et ben voilà, me voilà de retour pour un deuxième épisode. Je suis franchement ravie, ça fait à peu près un mois que j'ai tourné le premier et je pouvais pas commencer ce deuxième épisode sans commencer par vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de commentaires très gentils de votre part. Vous avez pris du temps pour me laisser un commentaire ici sur YouTube. J'ai vu aussi qu'il y avait eu certains abonnements sur mon compte Instagram qui est pas forcément très alimenté régulièrement, mais néanmoins sur lequel je vais faire un tour régulièrement. Donc voilà, un grand merci pour vos retours positifs, pour vos vues, pour vos likes, donc ça me fait grand plaisir et c'est bien pour ça que je suis de retour pour un deuxième épisode aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on va parler couture, on va parler tricot. Et je pense que ce sera tout, et ce sera déjà très bien. On va faire l'inverse de la dernière fois, on va commencer par la couture, et puis ce sera le tricot ensuite. Et je vous indiquerai ici à quel moment vous pouvez regarder le tricot si la couture ne vous intéresse pas. Donc c'est parti pour la première partie dédiée à la couture. Donc, pour cette première partie dédiée à la couture, je voulais faire un petit mea culpa par rapport à ce premier épisode parce que je vous avais parlé du top que je porte aujourd'hui et je me suis rendu compte que je n'avais pas inséré le petit morceau de vidéo où je portais le top et où je vous faisais mes retours dessus. Donc je me suis dit que ce serait rigolo de faire un clin d'œil entre le premier et le deuxième épisode en commençant par vous parler de ce petit haut et puis comme ça pourra commencer sur les projets terminés. Donc comme je vous le disais dans le premier épisode, c'est un petit haut que j'avais imaginé sur la base d'une photo que j'avais vue sur un look Cézanne qui m'avait beaucoup plu, avec un petit haut comme ça, avec une encolure en V, un petit nœud et une jupe plissée que je porte, que je vous montre ensuite. Et je vous disais voilà, que j'avais un peu bidouillé le patron, donc je vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans le premier épisode, mais voilà, au moins je voulais vous le montrer porté, voir ce que ça faisait dans le dos avec le petit décolleté V aussi dans le dos, et voilà, le petit nœud porté sur l'épaule. Ce que je voulais vous dire sur ce haut, c'est qu'à la base, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus décolleté. Donc si j'avais à le refaire, je pense que je creuserais un peu plus ce décolleté. Parce que là, je le trouve un petit peu haut. Voilà, moi j'aime bien les encolures dégagées et ça l'est un peu moins. Donc je vous le montre porté avec la jupe plissée qui était le lookbook, enfin l'idée de look que j'avais au départ. Et cette jupe plissée, c'est aussi moi qui l'ai faite sur la base d'une jupe plissée du commerce que j'avais, que j'aimais beaucoup, avec un panneau de tissu plissé qui vient de chez Toto Tissu, toujours mon revendeur Tarbet préféré, en bleu marine, voilà, très simple avec une doublure en jersey. Donc voilà, je vous montre le petit ensemble. Alors je me décale, je vais essayer de monter pour vous montrer ça. Voilà, donc voilà ce que ça donne porté, ce petit haut, avec du coup la jupe plissée. Et donc j'aime beaucoup l'ensemble. Je vais encore monter un cran pour vous montrer. Voilà, c'est une jupe plissée un peu longue. Et du coup je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble. Voilà pour ce petit haut que je porte. Là je le porte à même la peau et c'est vrai que c'est assez agréable avec les chaleurs qu'on a ici. C'est parti du coup pour le premier projet terminé. Le premier projet terminé, c'est la robe Soon de Soon Pattern, de P&M Pattern, je crois que c'est Papillon et Mandarine Patterns à l'origine. Donc c'est un patron qui est sur lequel on peut faire plusieurs choses. On peut faire une blouse à manches courtes, à manches longues, une robe plus courte et une version robe longue. Donc moi j'ai fait la version robe longue, donc je vous la montre. Donc là voilà, cette version robe longue. Donc vous en voyez qu'un tout petit bout là, je vous montre et puis je vous la porte à la fin pour que vous voyez un peu comment ça rend en entier. Donc sur le patron, j'étais agréablement surprise. Il est extrêmement bien expliqué. Vous êtes vraiment pris pas à pas et enfin vous êtes pris par la main, voilà, pour le réaliser. Donc là, elle sort du lave-linge, donc je voulais passer un petit coup rapidement, mais voilà, elle est encore un peu froissée.
Alors moi, je repasse pas spécialement mes vêtements, donc j'avoue que j'essaie de choisir des tissus qui se froissent pas trop. Ça marche pas à tous les coups, et clairement là cette viscose chestnut d'Atelier Brunette, bah, elle se froisse beaucoup. Donc j'imagine que pour la porter pour un événement, ou voilà, il faut passer un petit peu de temps à repasser. C'est pas ce que je préfère faire. Donc là je vous ai mis exprès un petit coup dessus pour que vous la voyez bien, mais c'est vrai que moi les tissus qui froissent, j'aime pas trop ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'encolure, donc ça c'est un patron où on peut choisir la taille et la profondeur de l'encolure qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien les encolures dégagées, donc là j'ai fait une encolure sexy. Je crois qu'il y a simple, sexy et ultra sexy, donc moi j'ai fait celle du milieu. Parce que comme j'ai une petite poitrine, je voulais pas qu'elle descende trop, parce que celle ultra sexy était vraiment notée pour les poitrines plus généreuses. Et alors je trouve que le patron est très bien fait, notamment pour l'explication de la pointe. Elle explique vraiment bien comment faire sa couture à cet endroit-là, piquer, renforcer, etc. Enfin, j'ai bien aimé son explication, et je pense que je le referai pour d'autres patrons. D'ailleurs, je l'ai fait pour un autre patron que je vous montre tout à l'heure. Donc je l'ai associé avec un petit biais doré ici. Et voilà, et en fait c'est ça qui fait tout le charme du modèle. En fait c'est ce poil qu'on passe et les épaules qui reviennent sur le devant, en fait, avec un empiècement dos, avec des petites fronces dans le dos qui revient par le devant, des petites fronces sur le décolleté qui permettent de placer la poitrine. Moi j'ai fait la version avec des toutes petites manches sur le bord ici. Sur l'empiècement, alors c'est pareil, dans le patron, j'ai pas très bien compris pourquoi. En fait, l'empiècement, il était juste rabattu et cousu à la main pour pas qu'il s'y dépasse. Alors moi, j'ai fait la technique du burrito, en fait. Du coup, comme ça, la partie dos ici est prise dans l'empiècement. Comme ça, on voit pas voilà, ça s'effiloche pas à cet endroit-là. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus propre. Donc je l'ai mis dos à dos, j'ai tiré jusque que je pouvais au milieu, puis après je suis repartie de l'autre côté pour finir ma couture, un peu comme une manche, en fait, comme une doublure de manche. Donc j'ai fait ça comme modification. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Donc elle est assez longue, hein, là vous allez voir. Donc moi je fais 1m59, pratiquement 1m60. Donc du coup par rapport au modèle où je crois que la stature c'était 1m70 ou 1m75, du coup j'ai retiré sur le patron 10 cm de longueur pour la jupe, donc ça tombait très bien. J'aime beaucoup la finition de la robe longue. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer là, mais sinon je vous le montrerai, essayez. Donc en fait en bas de la robe, la version robe longue, du coup il y a une fente. Et donc la fente, en fait, elle est extrêmement propre, je trouve. Alors je vais essayer de vous le montrer proprement. Donc voilà, on a vraiment le bout de la fente ici qui est terminé vraiment proprement, et sur le côté là. Et donc ça j'ai beaucoup aimé, et j'étais contente parce que j'avais trouvé dans mes fils un tissu parfaitement invisible. Donc j'étais ravie pour faire ce raccord couture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? J'ai fait aussi par rapport à la posture de l'élastique, à la pose, pas du tout à la posture, à la pose de l'élastique. Donc en fait le principe c'est que c'est une robe d'un seul tenant, hein, entre le haut à partir de l'emmanchure jusqu'en bas, c'est un seul tenant, et ensuite au niveau de la taille, en fait on vient passer un élastique pour froncer. Donc si je vous le montre de l'intérieur, hop, donc voilà, donc moi j'ai passé un fil comme ça, j'ai fait une double piqûre pour qu'il tienne bien. Donc c'est sûr qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une coulisse pour qu'on n'ait pas l'élastique qui soit contre la peau, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable d'avoir un élastique contre la peau. Au final je trouve ça pas très dérangeant. Moi j'avais pris un élastique qui est assez doux, qui est un peu un élastique qu'on utilise dans tout ce qui est mercerie, de lingerie, etc. Donc l'élastique est assez doux, donc moi ça me dérangeait pas de le porter à même contre la peau. Par contre ce que je trouvais difficile, c'est que comme on est sur un même pan de tissu tout du long, on ne sait pas exactement à quel endroit on doit poser l'élastique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un stylo qui marque sur le tissu, mais qui s'en va avec la chaleur, et du coup avec ma règle j'ai posé mon tissu à plat et j'ai noté exactement à quel endroit je vais venir positionner mon élastique, et du coup pour le poser sur mon tissu, c'est ce que j'ai fait pour que je sache exactement où le coudre, et que du coup la couture soit bien droite. Donc voilà.
Que vous dire de plus sur, sur cette robe? Donc sur son fit général, alors je vais vous l'essayer puis vous allez voir. Donc la longueur ça va, avec la taille des 10 cm de bas que j'ai faite, ça tombe bien. Et je pense, donc elle est assez longue, je pense qu'en fait elle tombe au niveau de mes, on va dire de mes hanches, ou de la taille haute, enfin de la taille basse, pardon. Et du coup moi j'aime bien, c'est exactement ce que je voulais, parce que du coup je vous dis que ma morphologie ça fait comme s'il y avait le bord de la robe qui retombe sur le dessus, donc moi je trouve ça très joli. Mais je pense que si vous êtes plus grande, ça doit tomber à d'autres niveaux, donc ça je vous conseille de le vérifier avant de la couper en fonction de là où vous aimez que ça tombe. Si vous aimez vraiment que ce soit sur la taille naturelle par exemple, ben, vérifiez avec votre taille. Donc moi ça tombe sur la taille basse et c'est ce que je préfère, donc j'étais contente. Et l'autre chose, c'est que donc moi j'ai fait un 38, je me suis basée sur le tour de poitrine qui était exactement mon tour de poitrine de 88. Donc j'ai fait un 38 en haut. Et si je devais me fier du coup à la lecture du patron, il aurait fallu que je fasse un 38 en haut. J'arrivais sur un 44 en bas et un 46 aux hanches. Donc j'aurais dû faire un compromis de patron assez grand. Ça me semblait quand même assez énorme. Donc en calculant en prenant mon mètre et en calculant sur le patron l'aisance qu'il y avait sur la robe, sachant que c'était une robe élastiquée, je me suis rendu compte que faire une taille 40 c'était quand même largement suffisant. Enfin il y avait vraiment beaucoup de place. Donc moi je fais 104 de tour de hanche et dans un 40 ça rentre nickel, hein. Donc voilà, moi je me dis pour cette robe basez-vous sur le tour de poitrine, c'est suffisant. Moi j'ai élargi un peu au 40, je pense que le 38 aurait largement suffi d'ailleurs. Mais voilà, donc j'ai fait un 38 élargi au 40 à la taille et la jupe aussi hein, en 40. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, donc quand je l'essayais, vous allez voir, je trouve que c'est pareil, c'est un poil large. Ici, ça flotte un peu au milieu. Je pense que 1 cm de moins sur le devant aurait été nécessaire. Du coup, je me dis que pour une prochaine version, peut-être que j'aurai intérêt à tailler un 36 en haut et à laisser comme j'ai fait en bas. Je vous l'essaye et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et à ce propos de taille, je me suis rendu compte du coup en faisant le montage du podcast précédent que je vous disais souvent que ça tombait un peu sur les épaules, que c'était un peu large, etc. Et je me suis fait la remarque du coup que effectivement ça m'arrive très souvent de me dire que c'est un peu large en haut. Donc peut-être que je sais pas si mes épaules sont un peu plus petites, si je me tiens un peu plus courbée ou voilà, quelque chose qui explique ma morphologie. Mais je me rends compte que bien souvent ça tombe un peu ou les bretelles se positionnent pas bien. Bon, à avoir en tête peut-être pour les prochaines versions de me dire bah, j'enlève un petit peu dans le dos pour que ça tombe un peu mieux. Je l'essaye et je reviens. Donc voilà, je vous l'essaye. Donc voilà comment elle tombe sur le haut. Donc c'est ce que je vous disais en fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle s'étire un peu, enfin qu'elle se positionne un peu sur le côté. Bon là, en la réessayant, je trouve pas que ce soit flagrant. Et dans le dos, vous voyez, elle tombe bien aussi. Alors je pense que ce qui me dérange, peut-être plus que la largeur de l'encolure, parce que l'encolure tombe bien exactement là où je voulais, c'est les fronces en fait qui tombent sur les épaules. Moi j'ai l'impression qu'avec mon tissu ou la façon dont j'ai positionné les fronces, elles tombent un peu vers le bas, vous voyez, alors que je trouve que ça aurait été plus joli si elles se tenaient un peu comme ça vers l'encolure. Bon, vous allez me dire que je chipote sans doute un petit peu, mais je trouve que les fronces tombent de façon un peu étrange. Dans tous les cas, je la trouve très saillante et je l'aime beaucoup, donc je vous montre debout ce que ça donne. Hop. Donc voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. En fait, elle fronce, donc pour moi, là c'est vraiment mes hanches, disons la taille basse, quoi. Et elle tombe exactement à ce niveau-là, donc ça permet d'avoir le haut qui fronce, qui blouse un peu sur le haut de la robe. Donc moi je trouve ça très joli et je trouve que ça me va assez bien et que ça va bien avec ma morphologie. Et donc la robe, comme je vous le disais, donc elle a sa fente sur le côté et voilà, c'est assez propre. Ça m'arrive à peu près un petit peu au-dessus du genou, donc c'est assez agréable à marcher et assez agréable à porter. Donc voilà, donc je trouve qu'elle est assez saillante. Je vous montre le dos, voilà, avec les petites fronces dans le dos. Donc c'est plutôt une réussite. En tout cas, elle est assez agréable à porter là pour l'été. Elle est vraiment bien. Je l'ai portée à une ou deux occasions avec une paire d'escarpins dorés et elle fait parfaitement l'affaire.
Voilà pour cette robe Soon de PM Pattern. On va passer au deuxième projet. Donc je n'ai pas fait du tout, à part cette robe, les projets que je vous avais annoncés. Je pense que c'est assez récurrent dans les podcasts. Finalement ça permet de garder un peu la surprise, donc pourquoi pas. Donc j'ai fait tout autre chose, mais avec un tissu que vous allez reconnaître parce que c'est un tissu dont je suis fan. Donc j'ai fait une jupe Justine. Donc, je vous la montre. Donc, c'est exactement le même tissu que pour ma combinaison l'accessible de ODV, on dirait des vrais la jolie girafe, parce que je suis retournée entre temps chez mes beaux-parents, que je suis repassée au Toto Tissu de Tarbes et qu'il y avait encore pas mal de métrage, donc j'ai repris un coupon de 3 mètres parce que vraiment je trouve que enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que ce tissu noir, un peu jungle, est vraiment très joli. Et j'avais très envie de me faire une jupe longue, un peu floutante, un peu froncée, voilà, pour l'été. Et donc avec ce tissu, c'était juste parfait. Donc la jupe Justine de Ready to Sew. C'est une jupe longue, c'est une jupe à la base midi, donc qui est taille haute, qui est prévue avec un boutonnage sur le devant et avec des petites poches. C'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur le site de Ready to Sew. C'est un patron qui est extrêmement bien fait, donc la jupe est très simple, mais néanmoins le montage par exemple des poches est assez astucieux, moi je trouve, donc pour un patron gratuit ça vaut vraiment la peine. Et elle propose également des entretailles. Donc par exemple, vous pouvez faire un 39 si vous êtes entre un 38 et un 40, ou un 37 si vous êtes entre un 36 et un 38, ou même plus pour les tailles. Il y a quand même pas mal de tailles, elles montent assez loin. Donc c'est plutôt amusant. Je vous avouerai que je ne sais plus quelle taille moi j'ai fait, parce qu'il se trouve que j'ai fait ce patron l'été dernier. Et que du coup je l'avais pas mal bidouillé pour le mettre à ma sauce, et je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Alors, ce patron, donc c'est un patron qui est composé de une ceinture sur le devant, donc ça s'ouvre, hein, a priori avec des boutonnières. Donc moi, en flemmarde que je suis, je n'ai pas fait les boutonnières, je vous explique pourquoi. Donc c'est juste les boutons décoratifs. Donc il y a une ceinture, une jupe froncée, des poches avec un détail de poche avec un rabat là qui est assez joli, que j'aime beaucoup, et qui voilà s'ouvre vers le bas, voilà, comme une jupe ouverte. Alors moi, la principale modification que j'ai faite, c'est que j'en ai fait une jupe taille basse. Parce que pareil, la jupe froncée midi, c'est pas ce qui me va le mieux. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que sur la base des ceintures du patron originel, donc j'ai rallongé un bout de ceinture pour la ceinture du dos, parce que j'ai fait une ceinture élastiquée. Et j'ai gardé du coup la même taille pour les ceintures de devant, normales en fait. Donc j'avais deux petits bouts de ceinture de devant et une ceinture dos que j'ai posée au pli. Et de cette façon, en fait, je l'ai élargi pour que ça m'aille bien au niveau taille basse, parce que comme elle était prévue pour une taille haute, j'avais fait les calculs et les modifications pour que ce soit juste pour une taille basse. Et donc, en fait, sur le devant, j'ai une ceinture que j'ai doublée normale, hein, qui est une ceinture classique, dans laquelle je suis venue prendre les pans de jupe froncés des devants, que j'ai froncés. Et alors, sur le dos, hop, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis un élastique. Et c'est l'élastique qui fait que le dos fronce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu ma jupe comme elle l'indique sur son patron. Donc j'ai positionné mes poches, j'ai assemblé mes deux devants avec mon dos, j'ai froncé tout le haut de la jupe, j'ai positionné du coup les fronces bien dans le devant de la ceinture devant, et sur le dos je les ai cousus sur la taille de ma ceinture dos prévue avec les fronces pareil telles que c'était prévu dans le patron. J'ai laissé ouvert sur les deux côtés entre la ceinture dos et la ceinture devant sur quelques centimètres, et à la fin du coup j'ai pu glisser l'élastique dans ma coulisse. Donc c'est un élastique de 3 cm je crois que j'ai mis. Et en fait ce que j'ai fait pour le tenir droit, en fait je suis venue coudre l'élastique sur ma marge de couture intérieure, la marge de couture entre ma ceinture devant et ma ceinture dos. Et comme ça, j'ai une ceinture devant qui n'est pas élastiquée et une ceinture dos qui, elle, l'est. Voilà. Alors, c'est pas mal. Je pense que je devrais par contre... en fait, ce que vous allez voir, c'est que
mon tissu en fait il peut passer d'un côté à l'autre sur ma ceinture élastiquée. Donc il faut juste que je sois attentive quand je la porte à ce que mes fronces de dos soient pas toutes d'un côté ou voilà. Et donc ce que je me dis c'est que peut-être ce que je vais faire c'est que sur la ceinture au milieu, je vais piquer à un endroit ici en noir, ça se verra pas, pour pouvoir maintenir d'une certaine manière la répartition des fronces de ma ceinture dos, qui n'est pas parfaite. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est aussi pour ça, comme j'avais une taille élastiquée, ben, elle s'enfile parfaitement bien. Que je n'ai pas fait du coup les boutonnières, donc j'ai juste positionné mes boutons sur le devant parce que je trouvais que ça donnait un détail assez joli. Au début je voulais mettre uniquement ces boutons là. Donc ces boutons un peu rouges, mais je n'en avais pas assez et du coup dans ma boîte à boutons il y avait des rouges et des marrons et du coup j'en ai mis un sur deux et finalement ça donne un look que j'aime bien et qui se mariait bien avec les couleurs du tissu. Donc pareil, j'achète pas si souvent que ça des boutons parce que j'ai un ami qui m'avait donné les boutons qu'il avait récupérés auprès de sa grand-mère quand sa grand-mère est décédée. Donc j'ai une très jolie boîte de boutons qu'elle avait accumulée avec le temps. Donc j'aime beaucoup l'idée d'aller piocher pareil dans ces boutons qui ont un peu une histoire. Donc je trouve ça chouette. Et par ailleurs j'ai aussi des boutons de famille que j'ai gardés depuis pas mal de temps. Donc souvent je vais commencer par fouiller dans mes boutons. Si vraiment je trouve pas, je vais en acheter. Mais donc là il y avait ce qu'il fallait. Sur cette jupe j'aime beaucoup ce que je vous disais, le détail des poches. Donc en fait il y a un rabat un peu arrondi qui lui donne toute sa saveur. On peut mettre un bouton aussi, comme je n'en ai déjà pas suffisamment, j'en ai pas rajouté. Et comme le tissu est quand même relativement fluide, je voulais pas non plus l'alourdir. C'est ma deuxième version de la jupe Justine. J'en ai fait une autre version, je crois que vous l'avez aperçu dans le podcast précédent, en tissu coton rayé bleu et blanc. Donc j'avais enlevé un peu d'ampleur pour qu'elle soit un peu moins foncée. Celle-ci elle est vraiment beaucoup. Voilà, donc c'était un projet assez rapide puisque j'avais déjà prévu mon patron et je l'aime vraiment beaucoup. Elle va parfaitement avec mon petit haut orange, donc en ce moment je veux beaucoup d'orange. Donc je vous l'essaye pour vous montrer. Alors voilà, donc je vous la montre, je me mets debout. Hop. Et voilà comment elle tombe. Donc vous voyez les fronces dans le dos. Donc c'est une jupe qui a des poches. Alors moi je suis fan des robes et des jupes à poches, donc j'adore. Et les petits boutons. Et comme je vous le disais, voilà, elle est un peu... il y a une petite fente sur le devant, donc elle est vraiment super agréable à porter. Et je la porte avec pas mal de couleurs vives du coup en haut. Et donc c'est une jupe parfaite pour cet été, avec ce tissu que j'adore. Et que donc vous n'avez pas fini de voir parce que avec mes chutes de ma combinaison et de ma jupe, j'ai réussi à caser un petit top avec. Donc ça c'est mon troisième projet terminé dont je voulais vous parler. Alors pareil, c'est pas un patron, je suis partie d'un patron de base que j'ai modifié. Alors ce patron, c'est le patron du top Layla. Donc je vous l'amène ici, voilà, c'est ce top ici. Donc c'est un patron de la maison Victor. Et c'est l'édition 3 mai-juin 2015. Donc moi j'ai beaucoup de maisons Victor. Il me manque le premier, mais j'ai déjà le deuxième numéro. Je l'achète plus depuis un an parce que je trouve que ça se répète quand même beaucoup les patrons. Mais donc j'ai une bonne collection qui me sert de basique. Je trouve qu'ils sont très bien expliqués, que les patrons sont clairs. Donc c'est vrai que c'est une base que j'utilise assez souvent. Donc le top Layla, donc je vous montre à quoi il ressemble, si je le trouve. Hop, voilà. Donc à la base, c'est un patron du coup qui est prévu avec une encolure V et avec des bretelles avec un petit cordon qu'on appelle un cordon queue drap très fin. Donc si je vous montre le dessin technique, voilà. Je vous ai fait bouger. Donc c'est ce dessin technique là. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai gardé cette base là, mais je voulais des bretelles plus larges, des bretelles cousues et pas croisées dans le dos. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis repartie du patron de base. Donc là je vous le montre. Voilà, donc j'ai repris le patron de base du devant et en fait j'ai modifié
Du coup, l'encolure est là et l'emmanchure est ici avec la pince poitrine. Et du coup, en fait, ça se terminait en pointe. Donc moi, j'ai juste élargi au niveau de la pointe pour que je puisse placer une bretelle de 2 cm. Donc ici, ça fait 4 cm pour tenir les marges de couture et que j'ai prolongé. Voilà, donc ça me permettait du coup de modifier mon patron pour le faire. Au final, vous verrez là sur la version portée, je pense que je pourrais décaler un petit peu plus encore, donc c'est-à-dire remonter mon encolure plus tôt et dégager mon emmanchure un peu plus. Donc décaler un peu cette pointe de ce côté-là. Donc j'ai fait sur la base de la taille du top Leila un 36 parce que j'ai toujours mon 88 de tour de poitrine qui était prévu pour ce magazine là en 36 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce doute que j'avais pour la taille du dos, du coup là sur le dos j'ai fait un 34 du coup en me disant je vais resserrer un peu le dos et le devant peut-être que du coup comme ça j'aurai pas ce problème de ceinture, enfin de bretelles qui tombent, etc. Sachant que dans ce modèle-là, du coup, le principe c'est qu'on peut ajuster les bretelles en fonction de sa morphologie, donc c'était aussi pratique. J'ai dessiné les bretelles, donc là c'est juste une bretelle de 42 cm, j'ai fait, sachant que j'ai recoupé après sur 4 cm, parce que je voulais des bretelles de 2 cm au final. Donc je vous montre ce petit top. Hop, je vais vous le mettre sur un cintre pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Donc le voilà. C'est mieux si voilà. Donc c'est vraiment un top, vous allez voir, tout simple. Hein. Donc il y a une encolure V assez jolie, avec des bretelles du coup bien positionnées, un dos et derrière les bretelles qui reviennent comme ça. Donc à la base, le top est entièrement doublé, le top Leila. Alors moi j'avais pas suffisamment dans mes chutes et pareil de toute façon je voulais pas forcément un top doublé parce qu'avec les températures qu'on a ici, si on peut faire moins d'épaisseur on fait. Donc du coup j'ai juste fait la parmenture, enfin j'ai copié le haut et le devant et le dos en arrêtant juste sous la poitrine. Donc du coup si je vous le mets sur l'envers, hop. Voilà, donc j'ai juste fait une parmenture pour le haut et pour le dos pour maintenir proprement les bretelles. Donc les bretelles, je les ai entièrement thermocollées, donc comme ça elles se tiennent bien, elles sont vraiment épaisses. Et je les ai retournées, du coup en fait j'ai aussi les marges de couture qui sont prises, du coup ça me fait que mes bretelles se tiennent bien, quoi. Elles sont pas du tout souples et ça rend assez joli. Le petit top en longueur tombe parfaitement. J'ai positionné les bretelles pour que ça tombe bien et que ça ne verse pas. Et j'en suis vraiment ravie. Il est super à porter, il tombe bien. Pareil, je vous l'essaye pour que vous voyez. Voilà, donc le petit haut porté. Donc je suis vraiment ravie. Là pour le coup, l'encolure est bien, enfin le col est bien dégagé. Donc les bretelles tombent super bien sur les épaules. Le petit V ici, pareil, du coup, en m'inspirant de la technique proposée de renforcer un peu l'encolure, de bien dessiner le V dans la robe de P&M Pattern, bah, j'ai fait la même chose ici et je trouve que ça tombe très bien. Et du coup, si je me lève, voilà, dans le dos, comment ça donne. Hop. Et donc, vous voyez, les bretelles sont un peu resserrées vers le centre parce que comme ça, du coup, ça me permettait qu'elles ne tombent pas. Donc, je peux vraiment me mouvoir dans toutes les positions. Du coup, il est très confortable. Il tombe bien sur le bas, je peux le faire blouser un peu si je veux, ou je peux le porter un peu long et vraiment j'en suis plus que ravie, il est très agréable à porter. Donc c'est parfait. Je pense pas qu'il soit soutien-gorge compatible parce que du coup comme mes bretelles sont resserrées dans le dos, c'est pas évident à porter. Après moi c'est pas un truc qui me dérange, je suis assez bien comme ça donc voilà, un peu mes dernières petites cousettes sur ce petit top. Je regarde dans mon petit carnet si j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je pense que non. Donc voilà pour mes projets couture. Pour les projets à venir en couture, alors de tous ceux que je vous ai parlé la dernière fois, il y en a qui sont toujours prévus, notamment la version robe de ma combinaison l'accessible. Le tissu est coupé, mais en fait je me suis rendu compte que mon tissu était transparent. Du coup il faut que je coupe une doublure et ça m'a arrêté dans mon élan. Donc du coup il faut que je trouve une doublure qui aille bien.
que je vois comment la positionner, etc. Donc je l'ai pas continué, mais c'est à venir. Et j'ai coupé aussi, enfin j'ai décalqué une M comme manège. Donc voilà, dont j'avais utilisé, enfin dont j'avais acheté le patron dans un Destache. Et donc je voudrais me faire la version jupe culotte. J'en ai vu passer beaucoup ces derniers temps et j'avais envie de tester ça. Donc je l'ai découpé. Vu le tableau des tailles, j'ai découpé un double L. Donc un 42-44. J'ai vu après sur les réseaux sociaux qu'elle taillait assez grand. Donc je vais voir ce que ça donne. Et il faut que je me trouve le tissu qui aille bien. Il faut que ce soit un tissu assez fluide. Donc à suivre ce que ça donne pour ce M comme Marie. Ce M comme manège, parce que M comme Marie c'est la marque. Voilà pour ce qui est des projets à venir. Alors moi, je dois avouer que la partie décalcage, définition du projet, etc., j'adore. J'aime beaucoup décalquer, me repérer dans les tailles, voir les modifications à faire, etc. J'aime beaucoup moins le découpage du tissu en soi et tout ce qui est la préparation avant couture, donc tout ce qui est thermocollage, etc. Thermocollage, thermocollant compose, voilà, vous avez compris. Et du coup, la couture en soi, j'aime bien. Donc c'est vrai que souvent, je décalque beaucoup de projets, mais après, ça attend un peu, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai bien envie de me faire une petite trousse de toilette aussi. Pour les vacances à venir, j'en ai plus. J'ai un petit coupon de toile enduite qui irait bien pour ça. Donc pourquoi pas. Et dans les derniers achats, je voulais vous montrer deux tissus que j'ai achetés. Toujours chez Toto, hein, je ne suis pas sponsorisée. Mais voilà. Le premier, c'est ce tissu-là. Donc pareil que j'ai trouvé au Poids. Donc qui est un tissu noir avec des grosses fleurs bordeaux. Je trouvais ça très joli. Ça pouvait faire un peu tristoun, mais je trouve que le bordeaux est assez profond. J'aime assez bien. Je trouve que c'est un joli tissu. Et je me suis dit que je voyais bien dedans une robe Belleville de Louis-Antoinette Paris que j'ai en stock depuis longtemps, que je pense que j'ai décalqué d'ailleurs, et qu'il faut que je fasse. J'hésite juste à savoir si du coup un coton qui est pas très souple, ça lui irait bien ou pas. Mais à voir si ce sera ça ou si ce sera autre chose. Et puis un coupon qu'on m'a donné, donc que ma belle-mère m'a donné, qui est un voile de coton un peu multicolore. Ça me fait penser un peu à du tissu indien. Enfin, c'est vraiment très léger, assez transparent. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'il est plié en plusieurs exemplaires, mais voilà, si je fais ça, vous allez voir qu'il est assez transparent. Je sais pas quoi en faire, mais je l'aime beaucoup. Il est pas passe-partout, hein, mais voilà, il fait un peu années 70 aussi, je sais pas encore, mais je trouvais ça sympa qu'elle me l'ait donné. Donc je l'ai récupéré bien volontiers. Voilà pour cette partie couture. On va faire une petite pause et puis on va passer au tricot. Alors, c'est parti pour cette partie tricot. Donc, on va commencer avec les projets finis. Alors, j'en ai qu'un seul, un seul petit projet fini. Donc, c'est ma fameuse paire de chaussettes. Donc là, voilà enfin terminée. Donc, ma première vraie paire de chaussettes terminée et finie. Donc, je vous avais fait part dans mon premier épisode de podcast de mes doutes quant à la formation du gousset des chaussettes parce que je m'étais trompée sur la première. Donc, je suis ravie de pouvoir vous annoncer que cette deuxième s'est bien faite. Donc j'ai bien un petit V ici et un petit V de ce côté. Donc j'ai lu vos remarques que vous m'aviez laissées sur les commentaires du premier podcast. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais dû d'un côté faire la diminution côté talon et de l'autre côté dessus de pied. Et du coup, c'est pour ça que ça avait fait une différence. Là, j'ai bien fait, je me suis bien repérée et du coup, ça tombe nickel. J'ai fait exactement la même chose. Et donc, pour le grafting, pareil, ça s'est bien mieux passé que la première fois. Donc, si je m'avance, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de trous. Même pas du tout. Donc, un petit peu ci et là, un petit peu à la fin.
De ce côté-là, j'ai un petit trou. De l'autre côté, non. Je pense que c'est une question de serrage, tout simplement, d'essayer de bien serrer. Et par contre, mon grafting de la fin, lui, il est parfait. Alors par contre, comme je faisais le projet en Magic Loop, donc j'ai oublié de le préciser, mais c'est un modèle, l'atelier de cocotte, qui est un tuto que vous pouvez trouver gratuitement sur le blog de l'atelier de cocotte, pour expliquer justement pour débuter en chaussettes. Donc c'était parfait pour moi, parce que c'était mes premières paires. Et donc pour le grafting cette fois-ci, donc j'ai bien serré, et là c'est parfait, j'ai vraiment pas de trou. Mais par contre, du coup, comme j'étais en Magic Loop pour faire mes chaussettes, je me suis rendu compte que j'avais commencé à faire mon grafting comme ça en fait. C'est-à-dire que là j'avais mes diminutions de côté de chaussettes et j'avais fait mon grafting dans ce sens. Et donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dû défaire un grafting. Alors au début j'avais un peu peur de perdre toutes mes mailles, etc. Mais en fait, en faisant doucement le grafting avec mon aiguille à laine, j'arrivais à récupérer sans problème mes mailles. Donc j'ai pas eu de soucis. Donc si un jour ça vous arrive, ne paniquez pas, c'est possible de récupérer un grafting qui partait mal. C'est toujours bon à savoir. Donc voilà ma première paire de chaussettes. Je dois avouer que autant je me suis beaucoup amusée sur la première, autant la deuxième m'a moins amusée. Je trouve qu'avoir un projet de chaussettes c'est pratique parce qu'effectivement c'est quelque chose de petit, donc on peut l'emmener partout. Après, sans doute parce que c'est mes premières, je trouvais que c'était pas si simple. Enfin moi il fallait que je compte beaucoup au niveau du talon, il fallait que je compte pour mes diminutions au pied. Donc je trouve pas que ce soit un projet complètement zéro cerveau. Après j'avais acheté à Édimbourg un petit mini pour faire des pointes et des talons contrastants d'une autre paire de chaussettes. Donc je pense que je vais me relancer dans une prochaine paire. Et peut-être que j'essaierai du coup de commencer les chaussettes par la pointe et de remonter jusqu'à la tige. Je me dis que ça vaut le coup d'essayer d'autres constructions. Peut-être que d'autres constructions me plairaient plus. Voire d'apprendre à faire des talons en raccourci. Enfin, je pense qu'on peut un peu s'amuser quoi. Si on a envie d'un petit projet rapide, c'est bien. Par contre, je trouve pas que ce soit des projets anti-prise de tête. Et l'autre petite chose, alors je sais pas comment ça se fait, en fait j'ai pas mesuré la taille de mes chaussettes, mais comme j'avais démarré exactement ma deuxième chaussette au même endroit que la première, pour qu'elle soit complètement identique, du coup au moment où je devais faire mes diminutions de la pointe, ce que j'ai fait en fait c'est que je me suis repérée sur les lignes ici, et j'avais repéré qu'à cette ligne bleu foncé, il fallait que je commence mes diminutions. Donc c'est ce que j'ai fait sur ma deuxième chaussette. Alors ça c'est ma première chaussette, ça c'est ma deuxième. Et je sais pas si vous allez voir, mais si je vous le dis, vous allez voir. Voilà. En fait, j'ai fini plus tôt. Donc celle-ci est un peu plus courte que celle-là. Alors au début je trouvais ça bizarre, etc. Et en les essayant c'est le cas. Il y en a une qui est un peu plus petite que l'autre. Bon, c'est pas très gênant, comme je vous l'avais dit la première fois, c'est mes premières chaussettes, donc il fallait bien faire des petites erreurs. C'est des chaussettes qui seront essentiellement portées à la maison, donc voilà, bon, je suis très contente de m'être lancée. Après, voilà, ça va pas être le prochain projet que je mets sur mes aiguilles tout de suite, quoi. En tout cas, voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu, je trouve que la couleur est chouette. Et ça me fait ma première paire de chaussettes, et à ce titre, elles ont toute leur place dans mon palmarès tricot. Voilà, donc ça c'était pour les projets finis, donc c'était assez rapide. Pour les projets en cours, donc mon premier projet en cours dont je voulais vous parler, donc il n'était pas commencé la dernière fois, c'est le Leiden Tee de Nathalie Sells. C'est un modèle qui est paru dans le Pom Pom Magazine qui s'appelle Summer Stripes Issue de l'été 2018. Donc j'avais eu un énorme coup de cœur sur ce modèle l'été dernier. Et je voulais absolument trouver des laines qui ressemblent à celles portées par le modèle puisque j'aimais beaucoup. J'ai cherché la même marque, donc c'était tricoté en Chips Yes, une marque que je connaissais pas. Donc je voulais commander la même chose et en fait dans les coloris qui étaient proposés par Chips Yes, le coloris qui était proposé en photo finalement ça tirait un peu vers le vert olive et moi je voulais plutôt du doré ou de l'ocre. Pardon, je vous ai fait bouger.
Donc du coup je me suis dit que c'était pas ce qui me convenait et en fait je cherchais. Dans le modèle c'était précisé que c'était lin viscose coton, la laine utilisée au départ. Donc je voulais pas quelque chose qui soit trop lourd et j'ai fini par trouver sur le site de Lana Grossa, qui est une marque je pense mi-allemande, mi-italienne. Une laine qui était en lin, donc c'était 100% lin, mais il y avait une partie en lin recyclé qu'ils appelaient viscose et une partie lin. Donc je vous le montre, donc c'est la Solo Lino Linea Pura. Donc la marque c'est Lana Grossa ici. Et donc ce coloris c'est le coloris 24. Hop, voilà. Et donc la composition que je vous le redise. Hop. Donc voilà, c'est écrit ici. Donc vous voyez en fait il y a 80% de lin recyclé viscose et 20% lin. C'est un fil qui est assez doux, il se défait pas trop, c'est assez agréable à travailler. Alors c'est pas aussi doux que la laine hein, forcément, mais voilà, il se défait pas en 1000 morceaux. J'avais l'impression que certains lins s'épiotaient un peu, s'effilochaient pas mal. Celui-là il se tient quand même relativement bien. Donc j'ai commandé sur leur site, la commande est arrivée assez vite. Alors j'ai eu un petit souci de commande avec eux. Quand j'ai récupéré mon paquet qui était livré à la maison, il avait été complètement ouvert au cutter, etc. Bon, très surprenant, donc je leur ai écrit un petit mail en leur disant que je trouvais que c'était pas tout à fait normal et que au moins ils pourraient me rembourser mes frais de port. Et ils ont été assez compréhensifs et alors, ils m'ont pas remboursé les frais de port, mais ils m'ont offert un petit bon à utiliser pour une prochaine commande de 13 € je crois. Donc bon voilà, je trouve que c'est assez correct de leur part. Sachant qu'évidemment, je ne sais pas si c'était eux qui étaient responsables, si c'était la poste qui était responsable, si c'était quelqu'un de l'immeuble, je crois pas parce que c'est quand même déchiré à coups de cutter. Après, il faut savoir que la poste en Italie, ça n'est pas un mythe, c'est compliqué. Donc bon, peut-être que ça vient de là. Dans tous les cas, j'ai récupéré ma commande, donc j'avais ce coloris principal ocre pour mon projet et ce deuxième coloris qui était le coloris, on va dire, blanc, un peu grisé, un peu grège, et donc ça c'est la couleur numéro 2 ici, voilà, toujours dans le Solo Lino Linea Pura. Donc je me suis lancée dans mon Leiden, donc j'ai ouvert le patron, et alors je vous le montre hein, quand même, parce que vous allez me dire, mais il est fini ton Leiden. Voilà. Donc il a l'air fini, mais non, en fait, il n'est pas fini. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi. Quand j'ai commencé le projet, du coup, par rapport à l'échantillon, donc mes laines tombaient juste hein, par rapport à ce qui était prévu, et elle disait qu'il fallait un échantillon de 22,5, enfin 22,5 mailles sur 30 rangs. Et moi, mon échantillon en aiguille 3, ça donnait 26 mailles pour 30 rangs. Donc rien à voir avec le schmilblick. Je ne voulais pas changer de laine, donc du coup j'ai fait une règle de 3 et j'ai vu que si je faisais, donc moi je voulais faire la taille 94 pour ce modèle, et j'ai vu que si je faisais la taille 109, donc au lieu de faire la 3e taille, de faire la 5e taille, du coup globalement ça revenait à peu près au même. Donc je suis partie là-dessus. Sachant que donc ce modèle est un peu particulier et j'étais pas sûre de moi parce qu'en fait il a une construction un peu particulière. En fait on commence par construire tout le panneau central. Ensuite on récupère sur les côtés ici et on tricote un devant. Ensuite on met en attente. Ensuite on fait un montage provisoire et on monte une partie du dos qu'on tricote. Arrivé à une certaine hauteur, on remet ensemble le devant et le devant qu'on avait ici, plus le dos qu'on a tricoté en montant des mailles pour faire le haut de la manche. Ensuite, on tricote en aller-retour jusqu'à ce qu'on ait une longueur de manche définie. Ensuite, on fait un grafting, enfin on fait un rabattage à 3 aiguilles pour faire le côté. Ensuite, on finit de faire en rond la manche et pareil de l'autre côté. Et à la fin, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un projet fini, on reprend les mailles ici pour faire des diminutions et un I-cord et on reprend des mailles sur le bas du projet pour faire pareil un ourlet, enfin une finition aussi en I-cord. Et les manches sont également terminées en I-cord.
Alors, c'est un projet clairement pas pour débutants. Et c'était la première fois où je tricotais quelque chose et où je ne comprenais pas ce que je tricotais. C'est-à-dire, je suivais les explications qui sont très claires, donc j'avais pas de soucis. Mais il fallait que je fasse confiance. Je pouvais pas me dire ah oui, là on est en train de faire la manche, là on est en train de faire le col. J'avais vraiment beaucoup de mal à me repérer. Donc en fait, par exemple, pour vous dire, on commence par l'empiècement du milieu, donc par le bas. Et en fait, on tricote ce petit triangle dans ce sens. Après, on est en attente. On tricote ce petit triangle dans l'autre sens. Ensuite, on les remet ensemble. Ensuite, on reprend des mailles sur le côté et on fait... Hop, et on fait cette bande de tricot vertical. Donc on la tricote comme ça. Et à chaque fois, on récupère les mailles d'en dessous. Ensuite ici on remonte des mailles et on retricote de façon verticale, et là pareil on remonte des mailles et on tricote de façon verticale. Donc on fait 4 fois la répétition pour avoir le panneau central, qu'à la fin, une fois que j'avais fini le panneau central, en fait je l'ai bloqué pour savoir si j'avais les bonnes dimensions. Alors au final, en faisant la taille 105, ça tombait à peu près juste, j'avais les bonnes dimensions, sachant que j'ai suivi la taille 105 pour la largeur et la hauteur, et la taille 94 quand j'avais les dimensions. Donc par exemple, là on nous dit, une fois que vous avez fait le panneau central, vous tricotez de ici à là, par exemple pour la taille que je voulais faire, donc la taille 94, il fallait tricoter 24,5. Bon ben, je tricotais le nombre de mailles de la taille 105 parce que j'avais un échantillon en mailles trop petit, mais par contre je faisais la bonne dimension pour avoir un projet à ma taille. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait le projet est tricoté, enfin on verra peut-être mieux dans le dos, mais là vous voyez le tricot est fait, en fait on tricote sur le côté en fait. Donc on a nos aiguilles comme ça, on fait des allers-retours comme ça, et donc c'est ça qui forme le modèle. Donc c'est assez particulier du coup de porter un tricot avec les mailles sur le côté en fait, c'est assez rigolo. Donc pour vous dire, sur la taille, j'arrive exactement aux dimensions qui sont indiquées par la créatrice, à la fois pour la taille du plastron, à la fois pour la largeur totale du buste. Par contre, pour les manches, j'ai des manches beaucoup plus grandes, mais je pense qu'il y a une erreur parce que je vois vraiment pas où je me suis trompée, et alors finalement ça me dérange pas, les manches tombent juste. C'est la bonne taille, etc. Par contre, vous allez voir, l'encolure est quand même trop grand, quoi. Enfin, là clairement... alors je vais vous l'essayer comme ça, parce que je vais pas vous l'essayer sans rien, ce serait un petit peu indécent. Je vous montre. Hop, vous voyez, et là l'encolure, elle tombe vraiment super bas, si je le positionne. Alors si je le positionne bien, avec le nœud c'est pas terrible, mais hop, voilà. Donc en termes de taille, il est parfait. En termes de largeur, si je me recule, hop, voilà. Donc en termes de longueur, même avec un petit tourlet, ça tombera bien, les manches tombent bien, la taille est parfaite, etc. C'est juste que voilà, l'encolure est bien trop grande. Et donc j'en suis là de ma réflexion sur ce projet, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir... Enfin, hop, je peux retirer. Mon idée en fait sur ce projet, c'est de récupérer les mailles de l'encolure. Alors dans le patron c'est prévu de faire 8 diminutions seulement une fois qu'on a récupéré les mailles, mais je me dis peut-être qu'en récupérant les mailles, donc peut-être 1 sur 3 par exemple, et en faisant plus de diminutions que ce qui est prévu, ça permettrait de resserrer un peu l'encolure et de le porter un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est mon prochain objectif sur le Leiden. Que vous dire de plus, à part que c'était assez addictif en fait comme projet, parce que comme je vous dis, on fait par petits bouts, donc à chaque fois on a envie d'aller plus loin, on arrive à la fin d'un premier répétition, on change, on va dans l'autre sens, hop on remonte des mailles, là on a des rayures en point mousse, ensuite on a du jersey, ensuite on refait les manches, ensuite voilà, c'est un projet où on s'amuse quoi, donc c'est parfait. Et je crois qu'il y a un seul endroit où il y a une petite erreur, mais il y a eu un errata qui a été publié par Pom Pom Mag et moi j'en ai pas vu d'autres, donc vous pouvez aussi y aller les yeux fermés. Au final c'est un projet assez lourd, enfin moi c'est la première fois que je tricote du lin, donc là je vais attendre de le bloquer pour voir ce que ça rend au blocage. Je vais voir si j'arrive à le supporter avec cette chaleur, ou sinon ce sera plutôt un projet disons de printemps, quand il fait pas aussi chaud que ça.
ou alors à porter avec un petit débardeur en dessous si j'arrive pas à récupérer mon encolure qui est vraiment trop lâche. À voir. Après, je pense que ça ira très bien avec les couleurs de ma jupe que je vous ai montré tout à l'heure, la jupe Justin Ready to Sew. Donc voilà, c'est très chouette. Bonne expérience du lin. Voilà. Que vous dire de plus sur ce projet? Ah oui, que j'ai fait des petites erreurs. En fait, normalement, toutes les rayures sont faites. Donc, hop, je vous montre. Toutes les rayures sont faites. Donc, les rayures contrastantes sont faites en point mousse et les rayures de couleur de base sont en jersey. Et moi, sur les tout premiers triangles, j'ai tout fait en jersey. Et du coup, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à attraper celle-ci là, enfin à tricoter ici. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire toutes les bandes qui étaient horizontales de façon en jersey classique. Et je me dis que voilà, ça lui donne une petite originalité par rapport aux autres Leiden qu'on voit sur les autres réseaux sociaux. Je pense que là, la laine est encore un peu marquée par le tricot, le lin. Mais je sais pas si vous allez voir, mais voilà, là par exemple, je l'ai bloqué et on voit que la définition est bien mieux et c'est beaucoup plus doux. Donc je sais qu'en le passant au blocage, ça sera parfait. Ça n'a pas pris du tout ça s'est pas élargi du tout. C'est resté vraiment comme c'était en dimension. Donc je peux même pas compter là-dessus pour essayer de réduire un peu mon encolure. Donc il faut vraiment que je fasse un relevage de maille intelligent pour la resserrer au mieux et pouvoir le porter. Donc ça va être dans les prochains projets à venir sur ce Leiden Tee. Ensuite, donc je regarde où j'en suis de mes petits ce que je voulais vous raconter sur mon petit carnet. Donc sur le gilet rêverie, donc qui est mon autre projet en cours. Donc j'ai un petit peu avancé. Alors forcément, comme j'ai tricoté à fond la caisse Leiden parce que je voudrais le porter là en ce moment, le gilet rêverie en a un peu pâti. Hein, parce que je ne suis pas je ne tricote pas à la vitesse de l'éclair. Donc je vous le montre rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans l'autre podcast et comme il n'a pas des masses avancées, enfin si au final il a quand même bien avancé parce que quand je vous l'avais montré, j'en étais ici de l'épaule gauche. Donc là ça y est, j'ai fini de remettre les manches, enfin j'ai les manches ensemble et donc je tricote le corps en aller-retour avec toujours cette superbe bande sur le côté. Alors après, tricoter du mohair là en plein été, c'est pas tellement que ça me tient chaud sur les genoux parce que je pose mon tricot à côté. C'est que le mohair ne glisse pas très bien sur les mains un peu moites qu'on a l'été en fait. Donc à voir. À voir si je le continue ou s'il attend un peu la rentrée. Mais j'aime toujours autant ce modèle, je le trouve vraiment super. Et alors ce que j'ai remarqué, je voulais vous dire, c'est que au début quand je l'avais mis sur mes épaules, enfin quand je l'avais essayé, j'avais l'impression qu'il serait pas très cache-cœur. Et au final, je sais pas d'où ça vient, mais là en le réessayant, la place du cache-cœur fait vraiment comme ça quoi. Donc c'est vraiment joli, j'aime vraiment beaucoup. Là je viens tout juste d'attaquer mon deuxième écheveau. Donc je pense que j'aurai de quoi largement finir le corps avec ce deuxième écheveau. Et puis j'aurai un écheveau qui me restera pour les manches et la ceinture. Voilà pour ce gilet rêverie de Atelier Émilie que je fais en laine, un mix de laine amourée et de mohair de chez Rico Design. Voilà pour les... si je vous fais bouger, c'est moins bien. Voilà pour les projets terminés. Pour les prochains projets, donc oui, ça y est, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire pour la prochaine fois. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller retrouver une amie à Strasbourg pour quelques jours, là, il y a une semaine. Et donc j'en ai profité pour passer à la droguerie avec une idée extrêmement précise en tête. J'ai eu un peu un flash en me disant, en regardant un peu sur les réseaux sociaux, pour le Elton Cardigan de Rory Locatelli. Donc je vous mettrai une photo de ce projet. Donc ce cardigan Elton, en fait, il se caractérise avec une alternance de bandes en laine fingering et en mohair tricoté en simple.
Et là j'ai eu un flash et je me suis dit ah mais j'ai envie d'un gilet bleu marine parce que je porte beaucoup de bleu marine et que j'ai plus de gilet à porter avec une petite touche de glitter. Et là j'ai visualisé les laines de la droguerie avec donc leur laine mohair qui s'appelle plumette ou voilette avec un fil de Silena dedans. Et donc je suis allée avec une idée très précise et j'ai trouvé exactement ce que je voulais, donc je vous montre. Donc c'est la voilette, hein, donc pas du tout la plumette. Donc moi j'ai pris 2 cônes de voilette, donc c'est le coloris c'est Nuit ensorcelée. C'est un peu un indigo, c'est un marine qui a une petite pointe de vert à l'intérieur, je dirais. Donc là c'est combien il y a de mètres, donc il y a environ 300 mètres hein, pour ce métrage. Donc j'ai 2 cônes. Hop. Donc c'est une stelline à cuivre en fait à l'intérieur, je pense que vous voyez à peu près comment ça fait. Donc voilà, ces 2 petits cônes. Et du coup je l'ai assorti avec de la laine, donc c'est de la laine, c'est la surnaturelle de la droguerie. Donc c'est une pure laine, qui est de la laine la laine de mouton. Et elle se tricote, donc c'est une fingering. Et donc elle a 175 mètres au 50 grammes. Voilà, c'est ça. Et donc le coloris c'est bien indigo. Et donc c'est exactement les mêmes couleurs. On a passé du temps avec la vendeuse dans le magasin pour trouver ce qui allait bien. Et je trouvais que les deux allaient hyper bien ensemble, donc je suis ravie. Et du coup, comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai trouvé... Oh, attention, ça va faire un peu de bruit. J'ai trouvé les boutons qui allaient avec. Donc voilà, donc c'est des petits boutons hop, qui sont avec des petites paillettes dorées. Et en fait, alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop, c'est la même teinte de Stellina que l'intérieur. Donc je pense que ça va être juste parfait pour ce prochain modèle. Donc voilà, donc je suis super contente de cet achat. Et je pense que ce sera le prochain projet sur mes aiguilles. À savoir si j'attends de finir mon gilet rêverie pour le commencer, ou si je les commence en parallèle, ou si j'attends la rentrée pour le commencer. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera le prochain projet. Et donc pour tout ça, je voulais vous dire que pour ce tricot, du coup, je crois que j'ai dépensé 65 €, boutons compris. Et je trouve que c'est raisonnable pour un pull en belle laine. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme j'étais surprise, en fait, j'avais pas du tout fait gaffe au prix parce que je savais que c'était exactement ce que je voulais. Et au final, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Donc je suis contente de ce petit projet à venir. Alors, je voulais faire aussi, une fois qu'on a fini les projets à venir, je voulais faire, et puis les achats, je voulais faire un petit point, donc je me suis donné comment appeler cette partie, et je me suis dit que j'allais l'appeler réflexion tricotesque, parce que je voulais vous parler de plusieurs choses, et voilà, c'est le nom qui m'est venu. La première chose dont je voulais vous parler, c'était de mon écheveau solitaire. Donc je vous avais dit la dernière fois dans mon dernier podcast que j'avais acheté cet écheveau de Cosmic Strings quand j'avais fait le festival d'Édimbourg, donc qui est un très joli écheveau, un peu nuancé, blanc, rose, avec des speckles plus foncés dedans. Donc moi j'utilise pas spécialement de laine à speckles et j'avais acheté celui-ci pour me faire des chaussettes, mais comme je vous disais la dernière fois, je trouve finalement blanc pour des chaussettes pas terrible. Et je me dis que c'est un tellement joli écheveau que dans des chaussettes, je suis pas sûre quoi. Donc avec cette idée d'écheveau solitaire, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit que je pourrais vous partager la réflexion que j'avais eue autour de cet écheveau solitaire, de ce que je pourrais en faire. Et j'ai eu 4 idées de projets et je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait que j'en parle. Moi j'aime bien avoir des idées d'autres personnes sur les réflexions qu'elles ont autour de leurs écheveaux. Donc peut-être que ça pourra servir à plusieurs d'entre vous. Donc voilà, donc j'ai eu plusieurs idées pour marier cet écheveau solitaire et en faire quelque chose d'autre que des chaussettes. Alors, je vous insérerai les photos des projets dont je vous parle, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle. Donc le premier projet auquel j'ai pensé, c'est le Flora Hat de Bee Mandarins.
Donc Bee Mandarins, donc c'est Melody Hoffman sur les réseaux sociaux. Et elle a sorti ce bonnet, et c'est la particularité de ce bonnet, c'est que c'est un bonnet réversible. Donc vous faites, donc je connais pas le modèle, mais en fait le principe c'est on tricote d'un côté, puis après j'imagine qu'on laisse un rang, on fait un montage provisoire et puis on retricote de l'autre côté. Et du coup c'est un bonnet double. Alors il faut savoir que moi j'ai froid aux oreilles l'hiver, je suis assez sensible, j'ai assez mal aux oreilles avec le froid, donc du coup un bonnet tricoté en simple, souvent ça me suffit pas, souvent je porte un bandeau en dessous. Alors là je me dis du coup un bonnet double, ben c'est parfait pour moi. Et la particularité de ce bonnet, c'est que la laine que vous utilisez, d'un côté vous en faites un petit motif sur une laine autre, et puis le bonnet que vous faites à l'inverse, c'est un autre motif inversé. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'étais pas sûre d'assumer le total look bonnet rose-blanc avec des speckles, mais peut-être en petite touche sur une laine unie, ça pourrait être sympa. Et du coup, comme c'est double, ben, ça me permet de le porter d'un côté comme de l'autre. Donc je trouvais cette idée sympa, donc why not pour ce projet. L'autre idée que j'ai eue, du coup, je suis allée voir sur Ravelry, j'avais envie de refaire de l'intersia, parce que depuis que j'ai fait mon pull que je vous ai montré la dernière fois en intersia, j'aime beaucoup cette technique. Et je suis tombée sur le Spark Sweater alors je regarde sur mes petites notes, de Amanda Lilley. Donc je vous mets une photo. Et donc le principe de ce sweater, en fait, c'est du coup un sweater tout simple, un peu ample, avec juste un bord de manche et un bout ici d'une couleur contrastante. Donc je trouve ça assez joli, assez délicat, et je me dis qu'avec cet écheveau, voilà, avec par exemple un bleu qui reviendrait se rappeler ces couleurs de speckles, un bleu foncé par exemple, et juste le bord en speckles d'un seul tenant, ça pourrait être assez joli. Voilà, j'aimais bien l'idée. J'ai regardé les modèles, c'était surtout des couleurs pleines qui étaient faites, donc j'hésite à savoir si ça pourrait rendre bien avec un écheveau à speckles. Et sinon, l'autre idée qui m'est venue dans cette même logique, ce serait de faire un tricot, un gilet tout simple, un gilet ou un pull tout simple, et juste de faire les manches avec ça en contrastant. Parce que j'ai vu un gilet dans le commerce comme ça qui avait les manches pareilles d'une autre couleur, et je me dis que ça pourrait être joli. Mais pareil, j'hésite sur savoir si ça marche pas mieux avec une couleur pleine qu'avec une couleur à speckles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur cette idée-là. Toujours dans la même idée d'insertion en plus particulier, j'ai acheté il y a quelques temps le modèle qui s'appelle le Tongshan Sweater de Kiyomi Bergin. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui a une très jolie découpe sur le bas et qui a la particularité en fait d'avoir le bord des manches et un empiècement dans le dos en couleur contrastante. Et je m'étais dit que pareil, de la même idée, ça pourrait être joli d'avoir juste le bord de manche et d'avoir le coloris, l'empiècement contrastant dans le dos de couleurs différentes. Sachant que c'est un modèle qui se tricote en DK. Sachant que ça c'est de la figurine, mais je me dis que peut-être en doublé, du coup ça permettrait d'utiliser l'entièreté de mon écheveau pour ça. Ce qui me rebute par contre un petit peu dans ce modèle, c'est que ça se tricote à plat, donc on fait que des coutures, etc. Bon, why not, hein, je vais pas m'arrêter à ça. Et surtout, ce qui joue, c'est que j'ai acheté ce modèle pour une autre laine que j'utilisais finalement pour autre chose, et j'aimerais bien l'utiliser parce que j'aime pas avoir des modèles que j'ai achetés et que je range sans raison. J'achète rarement avant de tricoter, et celui-là du coup il a connu un destin différent, donc je me dis que ce serait aussi une belle façon de le faire revivre, et j'aime vraiment beaucoup le modèle comme il est. Donc pareil, why not pour cette idée là. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, pareil avec un écheveau contrastant, donc cette fois-ci c'est un châle, ça s'appelle le châle Level de Nancy Whitman, qui est paru dans le Brooklyn Tweeds. Donc c'est un châle avec des lignes en fait qui est assez graphique, pareil, que je trouve assez joli.
Donc là l'idée ce serait d'utiliser cet écheveau là du coup en unique couleur contrastante, donc ne pas avoir deux couleurs contrastantes mais une seule couleur contrastante. Mais pareil, je retombe sur la même logique qui serait de savoir si ce serait pas un modèle qui serait plus joli avec des couleurs pleines qu'avec un écheveau. Voilà, j'espère que cette petite réflexion tricotesque pourra vous avoir été utile parce que j'imagine qu'on est toutes dans le même cas à avoir des écheveaux solidaires à ne pas savoir qu'en faire. Je sais que Eve de Bobine et Pelote a fait des podcasts dédiés sur que faire avec des restes de fil, mais je me dis que ça pourrait aussi très bien être que faire avec des écheveaux solitaires. Des écheveaux solidaires. Très joli lapsus pour ce projet très sympathique que si vous ne connaissez pas, allez voir les chevaux solidaires. Mais en tout cas, moi je parle des chevaux solitaires. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Et si vous en avez d'autres d'ailleurs, si vous avez des idées de projets que je pourrais faire avec cette laine, eh ben, n'hésitez pas à me les partager, je regarderai ça avec plaisir. Et toujours dans la partie réflexion tricotesque, je voulais vous partager un autre modèle pour lequel j'avais eu un coup de cœur. Donc quand j'ai fait la commande de ma laine de lin pour mon Leiden Tee, la marque m'a envoyé, donc ça s'appelle Filati, je pense que c'est la même marque que l'Anna Grossa, m'a envoyé un recueil de modèles et donc j'ai pris le temps de le regarder. Et alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour un modèle qui s'appelle, alors je sais pas si c'est la laine qui s'appelle comme ça ou si c'est le modèle qui s'appelle Peru Tweed. Donc je vous montre. Hop. Voilà. Donc en fait c'est un modèle, alors je vais essayer de me rapprocher. Voilà. J'aime beaucoup le détail ici. En fait c'est un modèle en laine tweedée. Alors j'ai envie de me faire quelque chose en laine tweedée depuis longtemps, donc je me dis pourquoi pas ce modèle là. Et si je vous montre en fait le dessin technique, on va mieux comprendre. Donc c'est une étole. Hop. Donc je trouve que ça change d'un châle en fait. C'est pas un châle très classique, on peut l'entourer un peu comme une écharpe, mais c'est assez large. Parce que ça fait 35 à 40 cm de large sur 160 ou 200 de long. Donc je trouve ça assez joli. Et en fait le principe, donc je sais pas si vous voyez, en fait c'est qu'il y a une torsade au milieu mais qui varie, qui est pas toujours la même identique. Et c'est un châle bicolore. Je la trouve vraiment très chouette. Je vous remontre le modèle. Je sais pas si c'est disponible sur Ravelry en modèle à l'unité si on les cherche, ou peut-être même sur leur site internet. Voilà, hop, je vous le remontre. Tac. Mais j'essaierai de le mettre du coup sur les références sur le blog. Donc là c'est le numéro 3. Alors a priori là ils mettent que c'est 3,50 € le catalogue, donc peut-être que c'est payant. Et c'est fait avec la laine Lana Grossa, justement là où j'ai fait ma commande. Donc j'essaierai de vous retrouver le modèle et de vous mettre les correspondances, mais vraiment je trouvais ça bien. Alors la seule chose qui m'arrête, c'est que tout le catalogue est en allemand. Et j'ai fait allemand pendant mes années collège-lycée, mais il m'en reste pas grand chose. Donc je pense que c'est assez difficile. Alors je me dis peut-être que je pourrais l'envoyer à le lapin d'Alice, qui elle est fan d'allemand. Peut-être que ça pourrait l'amuser de le traduire. Enfin, voilà, je vais voir si je le trouve en d'autres langues ou si j'arrive quand même à comprendre le modèle. De toute façon, ce sera un projet pour cet hiver et pas tout de suite. Mais voilà, je vous le montre parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce projet. Et pour finir dans ces réflexions tricotesques, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un malheur qui m'est arrivé sur un de mes pulls tricotés main que j'adore et que je porte tout le temps. Donc je vous le montre. Donc voilà, c'est ce pull là. Tac. Donc c'est un A Hint of Summer de... J'ai eu un doute sur le nom de la créatrice, donc je vous le remettrai dans les notes. Que j'avais modifié pour insérer un motif de petits trous sur tout le devant. Voilà. Hop. Voilà, j'avais passé beaucoup de temps à réécrire le patron à ma sauce pour savoir où positionner mes petits triangles, et c'est un modèle que j'adore. Le patron est parfait, les manches sont parfaites, etc. Donc je l'avais fait en laféfil, en coloris terre eau, je crois, en mérissoie à laféfil. Et alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que je suis allée faire un petit peu de randonnée il y a une semaine de ça, et je l'avais emmené comme petit pull à porter s'il faisait un peu froid.
Et en fait, je pense que c'est là que je l'ai abîmé. Je pense, parce que je vois pas où, en fait, il y a 2 trous dans ce projet, enfin dans ce modèle, dans ce pull, je vais y arriver. Je pense que j'ai fait un trou parce que ça a frotté sur l'épaule du sac à dos. Et pareil sur le sac à dos sur le côté. Et du coup, voilà, ça a fait ça. Attention, ça fait un peu peur pour... ça fait un peu mal pour celles qui ont passé des heures à tricoter. Vous voyez ? Voilà, rien qu'à le regarder, ça me donne mal au cœur. Comme si ça avait mangé une partie du tricot. Voilà, donc ça me l'a fait sur l'épaule et ça me l'a fait également au niveau des côtes. Hop. Vous voyez ? J'essaie de vous montrer. Ça se voit un peu moins dans les côtes, mais voilà. Il y a eu des fils qui se sont arrachés. Donc j'ai 2 explications. Soit c'est en faisant de la rando que ça a frotté, soit je l'ai pris dans la fermeture éclair de mon sac. Dans les 2 cas, j'ai 2 petits trous. Alors autant celui des côtes, je pense qu'en cousant, on ne le verra pas trop. Autant ici, il est quand même assez important. Donc ma petite question, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de 1, histoire que je me sente moins seule, et de 2, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il me reste de la laine identique, alors est-ce que je peux l'utiliser pour coudre? Est-ce qu'on doit solidifier d'abord les bords pour pas que le trou s'agrandisse plus tard? Est-ce que c'est complètement fichu? Bon, je sais pas trop. Là, je vous dis, je l'ai vu en rentrant, en défaisant ma valise. Voilà. Je pense que je vais essayer du coup de le rafistoler de toute façon. Mais si vous savez comment est-ce qu'on gère ce genre de trou dans un tricot, si vous avez des références, et je suis preneuse pour pouvoir réparer ce pull que je mets tout le temps et que j'adore et que je suis triste d'avoir abîmé. Donc petit mémo pour les prochaines fois. Ok pour emmener un pull en rando, mais pas le porter directement sur le sac à dos, avoir en dessous de son kawaii, c'est mieux quoi, pour éviter d'avoir ce genre de choses qui vous arrivent. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi, vous à le regarder et moi à le faire. On est aujourd'hui le 15 juillet, donc je vais essayer dans les quelques jours qui suivent de le monter pour le mettre en ligne rapidement. Vraisemblablement, je pense pas qu'il y aura de podcast en août parce qu'on part en vacances et que je ne suis pas sûre d'avoir ni ma machine à coudre, ni même peut-être mon tricot avec moi. Voilà, je pense pas faire un nouveau podcast en août. Donc ce sera sans doute rendez-vous en septembre pour un prochain épisode. Dans tous les cas, je vous remercie grandement d'être là, d'avoir passé ce petit temps de podcast avec moi. Je vous remercie pour tous vos petits messages, encore une fois, que vous m'avez laissés pour le précédent podcast. C'est très apprécié. J'essaie de répondre à tout le monde. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, des jolies journées ensoleillées si vous êtes au travail et si vous travaillez cet été. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou quoi que ce soit d'autre en fonction du moment où vous me regardez. À très bientôt, au revoir.